Oui, bonjour Bernadette, vous m'entendez? Pouvez-vous nous parler de l'apogée de Anvers? Bonjour Jean-Pierre, je me trouve en effet en direct de la ville d'Anvers. Anvers qui était reconnu pour être le deuxième port d'Europe et le quatrième rang mondial. Anvers se traduit par Antwerpen en néerlandais et se situe au milieu des polders de l'Escaut. Au XIIIe et XIVe siècle, Anvers était reconnu pour être une foire commerciale brabançonne très reconnue. Seulement, rien ni personne ne pensait qu'au XVIe siècle, la ville connaîtrait un essor inconsidérable. Plusieurs éléments amena la ville à son apogée. Premièrement, la chute de Bruges, le centre commercial flamand et de Venise, le centre méditerranéen, l'arrivée à Anvers des marchands de Haute-Allemagne, des marchands anglais et des commerçants portugais qui arrivèrent dès le début du siècle. Toutes ces années, Anvers devint un lieu accueillant et reconnu pour ses nombreux étrangers. Rappelons que ce site leur proposait de nombreux et généreux avantages, notamment dans le domaine juridique et commercial. La main-d'œuvre abondante, spécialement en zone rurale, promettait des prix très peu élevés. Mais lorsque la révolte des Pays-Bas contre Philippe d'Espagne intervint, Anvers se plaça du côté opposé et le traité de Münster de 1648, fermant l'Escaut aux bâtiments maritimes, fut le début du déclin d'Anvers, laissant ainsi à Amsterdam le savoir-faire commercial. Donc, comme vous venez de le remarquer, l'apogée d'Anvers se situe à peu près au XVIe siècle. Suite à la fermeture du Zwijn, qui était une réserve naturelle en mer du Nord, et à la fermeture des maisons de commerce extérieures à Bruges, les hanséastes fuirent Bruges au XVe siècle et s'établirent à Anvers. Après la mort de Charles de Valois de Bourgogne, sous la présence de Maximilien de Habsbourg, Anvers restait jusqu'ici dévoué aux princes défunts reçus en compensation de nouveaux. Que pouvez-vous me dire sur cette phrase, les élans d'Anvers en route vers son apogée? En effet, Jean-Pierre, vous avez tout à fait raison. Trois principaux élans vinrent successivement mener la ville d'Anvers à son apogée. Le premier concernant le marché du poivre, le deuxième déclenché par l'argent américain en provenance de Séville, qui se conclua d'ailleurs par la faillite du royaume d'Espagne en 1557, et le troisième en 1559 basé sur l'industrie textile. Les commerçants quittèrent ainsi Bruges et Gand et s'installèrent sur l'Escaut occidental. Le nouveau bras de l'Escaut reliait directement la ville à la mer du Nord. Anvers accueillit aussi l'entrepôt de l'Alain des États pontificaux. Nonobstant, la ville ne pouvait se passer de la présence des marchands anglais, de Haute-Allemagne et des Portugais qui choisirent Anvers comme une station intermédiaire pour le poivre et les autres épices de l'Inde que chérissait particulièrement la population européenne. De plus, rappelons que la laine écossaise et le drap anglais étaient traités dans la ville d'Anvers et par la suite exportés en Inde par les marchands portugais. De plus, rappelons également que ces derniers échangeaient leurs biens contre le métal de la Haute-Allemagne. Ce commerce s'accrut considérablement quelques années dès le XVIe siècle. Cet essor se répercuta également sur la population. En effet, celle-ci passa en 100 ans de près de 10 000 personnes à près de 100 000 habitants, un phénomène tout à fait exceptionnel pour l'époque. C'est aussi à Anvers que virent le jour de nombreux procédés, entre autres les lettres de change, au porteur qui fut plus tard à l'origine du succès de la monnaie de papier bancaire anglaise et écossaise du XVIIe siècle. De même, l'escompte moderne et l'assurance maritime ont vu le jour à Anvers. L'essor des techniques financières peuvent-elles s'expliquer par la création et l'ouverture du bâtiment de la Bourse en 1531. Les étrangers représentaient un septième de la population et disposaient de consuls et de jurisprudence spécifique. Au milieu du XVIe siècle, Anvers connut quelques troubles sociaux et économiques. Dès 1568, lors de la rébellion des Pays-Bas contre Philippe II, qui était le roi des Pays-Bas et d'Espagne, Anvers comptait beaucoup de calvinistes, de luthériens et de sociétés libertaires. Ceux-ci choisirent très vite le camp opposé et celui des radicaux contre le roi réputé comme très catholique. En 1585, la ville qui est alors assiégée par Alexandre Farnèse, duc de Parme, rendit les armes. Ceci eut des conséquences catastrophiques. Des milliers de commerçants, d'artisans, d'hommes de science et de lettres quittèrent Anvers et s'installèrent en Hollande. L'Escaut fut fermé et Anvers arrêta son activité de port de mer.
Amsterdam profita la première au XVIIe siècle de la chute d'Anvers. Passons maintenant à une question suivante. Est-ce que Anvers est une ville ouverte sur l'extérieur? Anvers est en effet une ville ouverte sur l'extérieur. Francesco Guicciardini, gouverneur de Bologne et envoyé de Venise, déclara un jour que des centaines de navires passaient chaque jour dans la ville et près de 2000 chars pleins de marchandises faisaient escale à Anvers. Aussi, il était connu que beaucoup de navires portugais chargés de poivre et de cannelle déchargeaient dans la même ville leurs cargaisons. Anvers et son port, gouvernés par une oligarchie de banquiers aristocrates, interdirent les habitants de s'engager dans les activités commerciales et préférèrent céder ce domaine aux étrangers. Ainsi, Anvers, aussi nommée la Petite Venise, devint une ville très cosmopolite et les riches marchands de Venise, Raguse, du Portugal et d'Esmane vinrent enrichir la ville de leur savoir-faire ancestral. Anvers était reconnu pour sa politique de tolérance qui en fit son succès en attirant notamment de nombreux juifs orthodoxes. Il était également très connu qu'Anvers était contrôlé à partir de Bruxelles car avait été préalablement absorbé par le duché de Brabant en 1406. Bonjour Sophie, que pouvez-vous nous dire en 30 secondes sur Bruges? Bonjour Jean-Pierre, bonjour Jeanne, je suis heureuse d'être parmi vous ce soir, effectivement pour parler de la ville de Bruges qui fut reconnue pour être le plus grand port de l'Europe occidentale. En effet, la naissance de Bruges se fit à la fin du IXe siècle. À l'emplacement actuel de la ville de Bruges, seul un bourg s'élevait. Ce bourg, qui se situait au fond de l'estuaire du Zwijn, comprenait plusieurs éléments. Un château fort qui fut pendant longtemps la résidence de Boudewijn Ier, comte de Flandre. Au XIe siècle se créa au pied du château une agglomération marchande nommée le Portus. Au XIIe siècle, Bruges était déjà fortifiée et dotée d'un échevinage. Les liens commerciaux entre Bruges et l'Angleterre sont nés très vite, grâce à l'estuaire du Zwijn qui faisait face à l'estuaire de la Tamise. En effet, cette position maritime idéale qui fit de la ville de Bruges le port le plus important de toute l'Europe du Nord-Ouest, du fait de l'intersection à Bruges des routes terrestres et des routes maritimes de la mer Baltique et de la mer du Nord. Passons à une question suivante. Que pouvez-vous nous dire sur le développement des activités à Bruges? Intéressante question Jean-Pierre. En effet, c'est le développement des activités commerciales de Bruges qui entraîna l'essor des activités financières. Très vite, les bourgeois de Bruges adoptèrent les méthodes italiennes de l'époque, qui étaient notamment la comptabilité en partie double, la lettre de change, ainsi que les virements bancaires. C'est également Bruges qui participa pleinement au développement de l'industrie drapière des Pays-Bas, dont elle devint l'un des 3 grands centres producteurs avec Ypres et Gand. Un point négatif est toutefois à noter dans cet essor. Un important prolétariat ouvrier se créa, dont les plus actifs étaient les tisserands qui créèrent de nombreux troubles, notamment en 1280 et en 1281, car se plaignaient d'une trop faible rémunération. Que pouvez-vous nous dire du commerce de Bruges? Oui Jean-Pierre, en effet, Bruges privilégia tout d'abord son commerce extérieur vers le marché britannique pour sa laine revendue ou transformée dans la ville même. Les grands marchands constituaient au XIIe siècle, et plus tard encore, une fédération de gildes urbaines nommée la Hanse de Bruges, que Bruges dirigea jusqu'à sa disparition à la fin du XIIIe siècle, quand la laine ne tenait plus une part importante dans le commerce de la Hanse. C'est cependant la Hanse teutonique qui réussit au milieu du XIIIe siècle à faire de Bruges un lieu d'échange internationaux grâce à sa grande colonie marchande. Malgré sa place privilégiée dans le commerce, Bruges reste une ville fragile sous le contrôle total des Anglais, des Hanséates et des Italiens, qui pouvaient, en transférant le siège de leur colonie marchande dans une ville concurrente, rendre Bruges totalement inexistante. C'est de cette manière que la ville fut privée des étapes de fabrication de la laine britannique et que les Hanséates s'installèrent à Hardenburg, une des plus vieilles villes de Flandre, mais également à Dordrecht et Utrecht. La ville réussit pourtant à s'en sortir grâce à sa diplomatie et à sa force, qu'elle obtint des fidèles appuis des ducs de Bourgogne. La ville réussit pourtant à s'en sortir grâce à sa diplomatie et à sa force, qu'elle obtint des fidèles appuis des ducs de Bourgogne, dont elle dépendit durant tout le XVe siècle. Bruges et son développement Ah oui, le commerce de Bruges. En effet, Bruges privilégiait tout d'abord son commerce extérieur vers le marché britannique pour sa laine revendue ou transformée dans la ville même.
Les grands marchands constituaient au XIIe siècle, et plus tard encore, une fédération de guildes urbaines nommée la Hanse de Bruges, que Bruges